retour ici avec nos invités. Firmin, on parlait de la Libye et vous avez promis contre-attaquer et surtout attaquer David. Oui, je l'ai promis et je vais l'assumer. Regardez par exemple, moi je maintiens toujours cette position selon laquelle c'est la communauté internationale qui est en train de dicter sa loi au peuple libyen ou au peuple arabe. Et surtout justifier. Pardon ? Et surtout justifier nous cela. Oui, je vais justifier cela. Vous imaginez, les Libyens et le monde arabe, c'est-à-dire le printemps arabe, c'est, à mon sens, c'est un complot que les Occidentaux ont mis en place, ou la communauté internationale a mis en place pour destituer ou pour faire partie d'un certain nombre de chefs d'État. C'est comme ce que nous avons vécu dans les années 90, les pays d'Afrique subsaharienne ont vécu en 1990. C'est ce que les Libyens ou les Arabes ou les Égyptiens, les Tunisiens ont vécu à la fin 2010, début 2011, toute l'année 2011. Vous savez, quand vous suivez un peu ce qui s'est passé en Tunisie, et vous suivez, vous continuez pas à suivre ce qui s'est passé en Égypte et en Libye, vous y verrez tout un complot organisé. Parce que ce qui a fait partie Ben Ali, tout d'abord, c'est comme un jeune qui s'immole parce qu'il y a son étalage de fruits qui a été bousillé par une jeune policière. Et puis... Ce n'est pas aussi le mécontentement social? Oui, le mécontentement social. Mais je dis, mais ça a été alimenté et manipulé par la communauté nationale. Vous imaginez, regardez par exemple, vous imaginez, c'est parce qu'on a voulu faire partie Ben Ali. L'ancienne ministre des Armées, Michel Alliot-Marie, la ministre française, était venue passer son congé de Noël dans la famille Ben Ali. Et maintenant, quand il s'est agi en janvier 2011 d'aider Ben Ali, c'est-à-dire de lui offrir un asile, non, il a appelé Sarkozy, qui était chef d'État français à l'époque. Sarkozy a dit non, monsieur, on ne peut pas rien vous garantir, allez vous chercher ailleurs. Or, il a soutenu le régime. On continue, on vient en Libye, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, parce que on voulait faire partie Kadhafi. Hosni Moubarak, au niveau de l'Égypte, on voulait le faire partie. On a réussi à le faire partie parce qu'il était soutenu par les Nations Unies. C'était un allié puissant. Ouais. C'était un allié puissant des États-Unis dans la zone parce qu'on voulait le faire partie. On a trouvé tous les moyens. On a monté la population contre lui et on l'a fait partie. Kadhafi aussi, on voulait le faire partie. On a réussi. Mais regardez comment l'idée est née. Moi, je me rappelle très bien, lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007, en décembre 2007, il a reçu Kadhafi. Je vais revenir un peu sur ça. Mais en 2008, Sarkozy avait organisé ce qu'on appelait à l'époque l'Union pour la Méditerranée. Oui. C'était l'Union pour la Méditerranée. C'était juste la seule rencontre qui avait été organisée. Et depuis lors, on n'en avait plus organisé. On n'en a plus organisé jusqu'à maintenant. C'était un truc pour redéfinir la carte de la Méditerranée. Est-ce que cela explique la répression? Il faut le souligner. Non seulement de Ben Ali, mais également de Kadhafi, de Moubarak. Non, je vais revenir tout à l'heure. Je vais revenir. Je pense que... Oui, David veut glisser quelque chose. Oui. Non, attendez, faut que je finisse. Je vais chuter. On va aller vite. Je vais chuter et on va continuer. Mais regardez, on a organisé cette rencontre, l'Union pour la Méditerranée. 2 ans après, on organise le printemps arabe et ça fait partie tout cela. L'erreur de Kadhafi, c'était parce que Kadhafi, il a été reçu à l'Élysée ce 10 décembre 2007. Première erreur, il vient devant les médias, on lui dit, est-ce que vous avez discuté de Nicolas Sarkozy avec... vous avez discuté des droits de l'homme avec Nicolas Sarkozy. Il dit, je n'ai jamais parlé des droits de l'homme avec Nicolas Sarkozy. Sarkozy, lui, vient, il dit, moi, j'ai parlé des droits de l'homme avec Kadhafi. Première erreur, en diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Deuxième erreur, Kadhafi qui se rend au siège des Nations Unies. Il passe des heures à la tribune et... Qu'est-ce qu'il fait? Il feuillette la charte des Nations Unies et après la jette. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Donc on le lui a comptabilisé, on le lui a retenu. Et après, le moment venu, on s'est servi des manifestations de la population et on l'a descendu. Maintenant, ce que je voudrais dire, au niveau de la deuxième chose, au niveau de la démocratie, moi je ne justifie pas... Il devait chuter. Hein, oui, je ne justifie pas ou je ne dis pas que le fait que Kadhafi ait réprimé ses concitoyens, c'était une bonne chose. Kadhafi s'est mal comporté. Mais l'autre chose, pour chuter maintenant, pour conclure à ce niveau, mais c'est que, vous imaginez, nous devons nous poser un certain nombre de questions, surtout avec tout ce qui vient de se passer. Ces 10 dernières années, les Libyens ont voulu de la démocratie.
10 ans, ils n'ont même pas pu avoir la démocratie. Si la démocratie, c'est le fait de permettre aux armes de circuler, si la démocratie, c'est le fait de s'entretuer, si la démocratie, c'est d'offrir d'en faire des réfugiés, moi, je pense que cette manière de chercher la démocratie, elle est atroce. Il faut réfléchir à notre manière de chercher David, la démocratie. vous allez répondre vite et on va aller sur le thème parce que le départ de cette troupe-là est très important aussi, selon nous. Moi, je pense qu'à un moment... L'histoire a retenu en tout cas que le départ de Kadhafi avait été salué par l'ensemble de la population libyenne. On a vu les moments de joie et de bonheur qui ont suivi son départ, enfin son départ du pouvoir, etc. Aujourd'hui, qu'on arrête de dire que la communauté internationale s'est associée à ce départ. Alors, je vous dis au départ, les Libyens manifestaient parce qu'il y avait un printemps arabe de l'autre côté chez le voisin. Et des gens ont profité pour exiger aussi la même démocratie chez eux. Ça s'était pas bien passé pour Kadhafi. Et on a vu les conséquences. Alors, la communauté internationale, il faut quand même aussi saluer parfois certaines de ses interventions. Regardez un peu ce qui se passe dans l'Afrique centrale, là-bas. Le Tchad, le Congo, le Gabon... Et il y a un autre pays là, le Cameroun, où des chefs d'État sont là depuis des millénaires, il faut le dire entre griffes. Vous pensez que si une communauté internationale fait partir un de ces 4 ou 5 chefs d'État, la population n'applaudira pas? C'est ça la question. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, personne n'est d'accord sur ce qui se passe en Libye, mais s'il faut passer par cette étape pour asseoir la démocratie, la justice et le vivre ensemble en Libye, il faut le faire. Des pays sont passés par là. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. C'est pire que ce qui s'est passé que ce qui se passe en Libye. Allez un peu, je parlais tout à l'heure de l'Europe, la Yougoslavie et tout ça. On a vu ce qui s'est passé dans ces pays. Des gens ont pris des armes contre leur population. Mais aujourd'hui, quand vous allez, vous avez la Serbie, la Macédoine, la Lettonie, et voilà, ces petits pays-là, ils sont en paix. Et ils sont développés. Alors, si à un moment, il faut faire partir un dictateur pour asseoir une démocratie, pour asseoir une stabilité politique, autant le faire. La Libye n'était pas le premier pays. Il y avait plein de pays africains qui ont vu partir leur dictateur. Après, on a vu quand même ce qui s'est passé. Et vous avez parlé de stabilité. Oui, il faudrait, Firmin. On va parler justement de ce départ, de cette troupe, de ces... Voilà. Non, moi, je dis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que de souhaiter le départ de cette troupe, parce que je pense qu'on a déjà plus de 20 000 mercenaires dans ce pays. Et il faut aujourd'hui que la communauté internationale travaille de la façon la plus ardue pour faire partie de toutes ces troupes-là et permettre aux pays ou aux Libyens même de s'asseoir autour d'une table de discussion, quoi, et éviter toutes les divisions. Quel genre de travail la communauté internationale l'ONU a parlé, mais il faudrait qu'elle agisse. Oui, il faudrait qu'elle agisse. La première chose, c'est de faire partie les troupes. La deuxième chose, c'est d'organiser une rencontre entre les Libyens eux-mêmes. Que les Libyens eux-mêmes arrivent à s'asseoir autour d'une table de discussion. Et aussi qu'on aille à l'organisation d'une élection, pas des élections clairsemées, mais une élection sur toute l'étendue du territoire national. Et le peuple aura la possibilité de choisir son seul dirigeant, le président de la Libye. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de président de la Libye. On a un président qui est à l'Est, un président au niveau du gouvernement national. La meilleure des choses, c'est de permettre aux Libyens de réussir l'unité dans les prochains jours. Moi, je dis toujours que ce que David est en train de dire, c'est que, c'est-à-dire la communauté internationale ne cherche que son intérêt. Moi, je ne peux pas soutenir ça. La communauté internationale ne cherche que son intérêt. Pour ajouter à ce que... Et pour le prouver, quand vous avez des institutions africaines et sous-régionales qui ne valent rien, l'Union africaine, la CEDEAO, le Maghreb, là, ils ont l'Union du Maghreb africain, ils ont un truc là-bas. Quand ces institutions n'ont aucune force, aucune autorité sur certains dérapages de certains présidents de ces pays-là, pourquoi n'applaudirait-on pas l'arrivée de la communauté internationale? L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a pu faire quand Kadhafi était en train de déconner de l'autre côté? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? On a vu les chefs d'État africains qui étaient venus complètement... Ils étaient tous muets puisqu'ils mangeaient tous dans la main de Kadhafi dans le temps. Et donc, en face, quand Kadhafi tirait sur son peuple, aucun chef d'État, même le président de la commission de l'Union africaine, dans le temps, n'a pas pu
tenir un seul propos pour rappeler ce monsieur à l'ordre. Non, parce que tout le monde à l'époque avait peur de la communauté internationale. Tout le monde avait peur de Nicolas Sarkozy. À l'époque, tout le monde avait peur de... Non, moi je ne parle pas de la communauté. Je ne parle pas de la communauté internationale. Je parle de l'inefficacité et de l'inactivité de cette commission. Il ne pouvait pas agir, ne pouvait pas réagir. La CEDEAO est soutenue par la France. L'Union africaine, c'est la France, c'est l'Union européenne qui veut toutes ces institutions-là qui donc, mettent quand vous leur avez argent des dedans. institutions comme ça, qui n'ont aucune force politique, aucune force. Ces institutions financière, n'ont aucune force, ne David. vous attendez pas à ce que cette Et David, commission... vous pensez que le départ de cette troupe se fera comme du beurre, comme l'ONU Non, demande? ça va être difficile parce qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp du général Haftar, il y a le camp des loyalistes, ceux qui sont encore loyaux au gouvernement actuel. Et donc, ça va être très compliqué. Maintenant, il faut que ces belligérants aussi comprennent qu'en restant soudés sur leur position, la Libye restera dans cette léthargie. Et ça n'arrange personne. Et donc, à un moment, il faut quand même comprendre si nécessité il y a, s'il faut faire le partage de pouvoir, ou s'il faut véritablement faire partie de ce général qui a décidé de semer le bordel malgré le départ de Kadhafi, qui a décidé de semer le bordel dans ce pays. Il faut quand même qu'on lui trouve aussi une réponse et qu'il comprenne que la Libye ne lui appartient ni à lui, ni à ses troupes mercenaires. Vous pensez que l'ultimatum de l'ONU sera entendu par les partis? Oui, espérons, mais je pense que ça va un peu traîner. Il y a déjà les Nations Unies qui ont déjà mis leur main à la pâte, les Nations Unies qui sont soutenues par le Conseil de sécurité. Oui. Il y a d'autres puissances aussi, de puissances étrangères qui s'y mettent déjà. Espérons que ça aille un peu plus vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, moi je le dis toujours, tout ce qui est en train de se passer là-bas, c'est parce que la communauté internationale en a décidé ainsi. Oui. On voulait du départ de Kadhafi, on voulait du pétrole libyen, et c'est ce qu'on a passé 10 ans à puiser suffisamment au niveau de la Libye. Ce qui est en train d'arriver au peuple libyen, c'est ce qui est arrivé aussi au peuple irakien. Les Américains ont formaté ont décidé de faire partie Saddam Hussein parce qu'il était leur ennemi et parce qu'ils voulaient leur pétrole. On a monté des dossiers, pas possible, des dossiers farfelus. Après, on l'a tué, on l'a pendu, et pendant longtemps, jusqu'à présent, on continue de profiter du pétrole irakien, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de la Libye. Moi, je dis simplement que la communauté internationale est très hypocrite dans cette affaire-là. Moi, ce que je voudrais faire comprendre à David et à tous ceux-là qui nous suivent... Non, David l'a compris. Moi, je dis que les responsabilités sont partagées. Kadhafi avait aussi sa responsabilité. Il faut le préciser, moi, je ne voudrais pas revenir on ne peut pas aussi reprendre son peuple. Non, je dis simplement que la communauté internationale n'est pas venue pour soutenir les Libyens. La communauté internationale est venue au nom de ses intérêts. Que les Libyens meurent ou pas, la communauté internationale s'en était foutue. Au fait, c'était le pétrole libyen parce qu'ils avaient des dents contre Kadhafi et ils ont profité de l'occasion pour lui régler des comptes. Maintenant, en parlant du dictateur même, non, en réalité, le dictateur, il s'est mal comporté et il en a fait les frais. Aucune communauté internationale n'est là pour soutenir quel peuple que ce soit. L'autre chose, par rapport aux institutions sous-régionales, tout ça, c'est parce que les institutions ne peuvent rien faire. Les institutions, parce que tout d'abord, les chefs d'État n'ont aucune vision par rapport aux institutions qu'ils dirigent, parce que tout d'abord, pour l'Union africaine, elle est financée à plus de 90% par l'Union européenne. L'architecture de paix, de sécurité de l'Union africaine, mais c'est l'Union européenne qui la finance. C'est l'Union européenne, c'est le budget de l'Union européenne. Mais je voudrais vous dire encore ceci. Vous imaginez... Il n'a pas encore fini, hein, parce que depuis là, qu'il veut finir, il finit pas. Non, écoutez, moi, ce que je voudrais dire, c'est pour dire à David, en réalité, à ce niveau... Non, c'est pas moi qui le dis. À ce niveau, les Africains c'est la réalité. Les Africains ne pourront rien faire parce que la communauté internationale, elle est là, elle dirige. Nos institutions qui sont ici, c'est la France qui dirige la CEDEAO, ce sont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne qui dirigent l'Union africaine, là, c'est Macron et autres là. De la communauté internationale, c'est son intérêt qui est en jeu. David. Elle n'est pas là pour soutenir les peuples africains. Oui, on a compris. Oui, David. Non, moi, c'est bon. Je pense que c'est mieux qu'on aille sur notre dossier parce qu'on n'en finira pas avec celui-là. Voilà. On va parler de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est déclaré mardi confiant dans une victoire éclatante de son parti aux élections législatives du 6 mars, 4 mois après sa victoire à la présidentielle d'octobre 2020. Nous devons relever le défi et nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. Vous pensez, David, que le RHDP est en pole position pour remporter les élections législatives du 6 mars?
Bah ouais, tout est clair, tout est finalisé. Ils ont remporté les élections présidentielles, la main haute. Un coup KO, c'est la formule aujourd'hui dans les pays de la sous-région. C'est sans la participation de l'opposition traditionnelle. Oui, mais la même opposition qui est en train de tergiverser du côté de la Côte d'Ivoire sur sa participation ou non à ces élections législatives. Le RHDP n'a rien à perdre s'il se présente seul à ces élections. L'idée derrière, c'est de pouvoir récolter autant de voix pour asseoir une majorité confortable à Ouattara afin de pouvoir dérouler son programme électoral. Il a fait 10 ans, il dit n'avoir pas encore fini son mandat, n'avoir pas encore fini son chantier. Il s'est attaché encore un nouveau mandat à la suite de la modification, voilà, qui est intervenu malgré sa promesse de ne pas se représenter. Déjà, il y a cette absence de légitimité qui lui est reconnue. Malheureusement, c'est lui qui a gagné, il est au pouvoir, il a encore 5 ans à diriger la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens attendent de voir ce qui va réellement se passer, qui n'a pas pu se faire dans les 10 années dernières. Et si les législatives vont lui permettre de dérouler son programme électoral, eh bien, on sait comment les élections se sont passées en Côte d'Ivoire. À la suite de la présidentielle, on sait beaucoup, savent aussi comment ça va se passer pour les législatives. Donc, il n'y a pas de matière à penser qu'il y a un événement ou non. L'opposition, elle est en droit de participer ou pas. C'est eux qui vont décider. Ouattara, lui, dit être prêt pour avoir la majorité. On verra. Firmin, en face, on a une opposition certes divisée, mais le FPI, le PDCI, les partis traditionnels vont participer cette fois-ci. Oui, tout cela, l'intérêt, c'est d'arriver à légitimer les élections législatives. Parce que l'élection présidentielle s'est déroulée dans des conditions pas possibles, des conditions un peu difficiles. L'opposition, en partie, l'a boycotté. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, Ouattara a essayé de reconquérir le cœur des opposants juste pour avoir leur participation. Et donc, s'ils arrivent à participer, donc ça fait le bonheur de Alassane Ouattara. La CEDEA va dire que les élections se sont bien déroulées de façon démocratique. On n'a exclu personne et c'est le bonheur de Ouattara. Mais le fait que l'opposition soit encore plus divisée, c'est ça qui est compliqué. Mais au niveau du FPI même, il y a une certaine division. Il y a le FPI, Gbagbo. Il y a les GOR, pro-Gbagbo, FPI, Afingessa. Non, alors qu'on doit dépasser ça aujourd'hui. L'intérêt aujourd'hui, regardez quand vous voyez les Africains, ce sont des gens qui sont déjà dans le 3e âge. Les Gbagbo, dans le 3e âge. Bédié, dans le 3e âge déjà. Aujourd'hui, ils sont en train, qu'ils le veuillent ou non, ils sont en train de quitter la scène politique. Sans le vouloir, mais ils sont en train de quitter la scène politique. Alors, quel avenir veulent pour la Côte d'Ivoire? Quel avenir souhaitent-ils pour les jeunes qui sont en train de monter aujourd'hui? L'intérêt, c'est que tous ces opposants-là soient ensemble face à Alassane Ouattara. Le fait qu'ils soient encore plus divisés, ça profite à Ouattara. Ça va lui permettre, même, et surtout, s'il s'agit d'un système proportionnel, ça va permettre à Ouattara de leur donner de petits points, juste de petits points au parti, 2 sièges, 3 sièges. Et ça lui permettra d'avoir une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Et puis on dira, il y a beaucoup de partis, il y a le PDCI qui est là, il y a le FPI qui est là, il y a tel parti qui est là. Donc il y a une multiplicité de partis politiques à l'Assemblée nationale, mais le RHDP a une forte majorité. Ça lui permettra de dérouler facilement sa politique. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de situations difficiles. Ils ont essayé de régler le contentieux électoral au niveau de la présidentielle. Le sang n'a plus trop coulé. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur que ça dégénère. Mais les autorités, finalement ça n'a pas vraiment dégénéré. Bédié et Ouattara ont réussi à s'entendre. C'est déjà une très bonne chose. Mais que les élections législatives aussi se déroulent dans des conditions beaucoup plus acceptables et paisibles. Mais l'intérêt Ouattara aussi, déjà dans son 3e âge, qui pense à la Côte d'Ivoire, qui pense à la jeune génération qui est en train de monter politiquement et qu'ils arrivent, c'est-à-dire ces vieux-là du 3e âge, qu'ils arrivent à s'asseoir et à trouver, à redéfinir un peu, comme j'ai l'habitude de le dire toujours, une nouvelle carte politique pour la Côte d'Ivoire. Et visiblement, il pense justement à cette nouvelle garde. Il a investi les candidats du RHDP, David. Ouattara ou bien le RHDP a su débaucher beaucoup de gens, surtout des pro-Soro qui sont arrivés, Alphonse Soro et autres. Et puis,
Concorde, le FPI Concorde, les gens n'en parlent pas, de Alci Didier et Alou Eugène. Aujourd'hui, Ouattara a tout fait pour pouvoir avoir une certaine puissance sur la scène politique ivoirienne. Oui, c'était l'objectif qu'il s'était fixé d'atteindre. Il est en train de l'atteindre facilement. Il a réussi à débaucher. Il en a pris aussi du côté du PDCI, Oui. un peu partout. Sauf qu'il faut faire attention. On voyait un peu ce qui se passe en RDC avec les alliances qui ont été créées pour soutenir Kabila à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Tshisekedi se reconforte dans ces alliances-là. Il est allé repêcher ces mêmes alliés. Donc, il faut que Ouattara fasse extrêmement attention. Je pense qu'il y a matière à réfléchir véritablement sur les ambitions politiques de Ouattara. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il a envie de dépecer toutes les formations politiques de l'opposition pour les réunir dans un seul creuset? Ou alors, il veut les anéantir pour les affaiblir. Il en a pris au niveau de leader également. Voilà. De Koulibaly, voilà. Et donc, président de l'Assemblée nationale. Les Ivoiriens veulent de nouvelles couleurs politiques pour leur pays. Et Ouattara semble jouer sur ces aspirations de ces Ivoiriens. Malheureusement, la politique ivoirienne a la peau dure. On a vu ce qui s'est passé avec Gbagbo, avec Bédié, avec tous les poids lourds de l'opposition ivoirienne. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que cette opposition parle d'une seule voix pour faire face à Ouattara. L'expérience de la présidentielle a manqué beaucoup et celle des législatives doit les amener à se réunir dans une union pour véritablement faire face à Ouattara lors des législatives. Ouattara et le RHDP sont au pouvoir, ils ont les moyens financiers, politiques, militaires, etc., pour battre campagne, pour investir dans leur programme électoral. L'autre côté, la seule richesse dont dispose l'opposition, c'est l'union sacrée de cette opposition. Malheureusement, il y a des frictions, des divisions. Certains veulent aller, d'autres ne veulent pas y aller. Moi, je les conseille d'y aller, mais qu'ils y aillent en bloc pour justement faire trembler les choses à la suite des élections législatives, que l'opposition puisse véritablement se retrouver dans une position de force et affronter Ouattara et le RHD. L'union là, elle est très loin au niveau de l'opposition ivoirienne. Qu'est-ce qui crée aussi tant de frictions dans cette opposition? Non, tout d'abord, c'est la politique. La politique, c'est l'intérêt, entre guillemets, égoïste d'abord. C'est ça, en fait. Ce que les Tchadiens sont en train de réussir, il est difficile, il va être difficile aux Ivoiriens de le réussir parce que c'est des gens qui sont tellement imbibés dans la politique. Même au Tchad, les gens parlent. Les gens parlent, mais ça s'arrêtera. Mais ici, c'est beaucoup plus l'intérêt. La politique, mais c'est l'intérêt en premier avant de voir un quelconque intérêt du peuple, si un peu qui existe quelque part. Donc c'est souvent l'intérêt. Il va être difficile aux Ivoiriens de faire, d'avoir une certaine. Et puis Ouattara, comme je le dis, David a parlé de la RDC. Mais moi je voudrais prendre l'autre angle, c'est que ce qui se passe en RDC, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. C'est ça qui est en train de détruire Kabila. Toutes les alliances qu'ils ont eu à faire, Tshisekedi est en train de tout détruire, de tout bousiller, parce qu'il est au pouvoir et il a l'argent. Ouattara aujourd'hui, il est au pouvoir et il a l'argent. Et il débauche un peu partout. Il achète un peu partout. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'aura pas trop de problèmes parce que du moment où il sera toujours au pouvoir, il n'aura pas assez de problèmes. Et aussi, Ouattara a une certaine revanche, c'est-à-dire par rapport à Guillaume Soro. Il démontre à Guillaume Soro qu'il n'est rien, que c'est lui, Ouattara, qui est au pouvoir. Même tous ceux-là qui le suivaient, lui, il n'est même plus au pays. Donc, celui qui est au pouvoir et au pays, c'est Ouattara, et c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a la clé du pouvoir. Donc Guillaume Soro, finalement, et il est en train de finir, Ouattara est en train de le finir politiquement. Mais tout ça là, Ouattara, il a déjà fait 2 mandats, il est dans son 3e mandat. Bédi a été président, Gbagbo a été président. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? L'avenir de la Côte d'Ivoire doit leur importer beaucoup. Il a dit, finalement, Soro est déplumé. Tous ses proches sont pris par le RHDP. Adama Bitogo a débauché Alphonse Soro. On a pris tellement de cadres de GPS. Finalement, Soro, il est devenu quoi? Quand vous faites des promesses que vous n'êtes pas capable de tenir, voilà les conséquences. Soro avait promis aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et que c'est lui qui l'a dit.
Et donc, beaucoup l'ont cru. Et il a dit aux gens de noter cela. Oui, et devant Que la c'est presse lui. internationale. Beaucoup l'ont cru, beaucoup ont pensé que c'était le sauveur de la Côte d'Ivoire. Mais les élections présidentielles se sont très bien déroulées, hein, contrairement aux craintes des uns et des autres. Et donc, quand vous faites des promesses démagogiques et que vous n'êtes pas capable de les tenir, vos militants vont commencer par se décourager. Et donc, c'est les conséquences. Ils vont tous partir. On ne sait pas qui va rester, peut-être. Mais vu le poids financier et politique de Soro, il faut aussi faire très attention. Il a subi pire que ça. Allez, Mais il s'est relevé. D'accord, on va marquer juste cette pause et puis le journal et on revient pour la suite.